La pluie tombait en fines lames sur les pavés gris de Paris, conférant à la gare de Lyon une atmosphère de film noir. Les voyageurs pressés glissaient entre les colonnes de pierre, leurs valises roulant comme des tambours silencieux. Ah, l'horloge centrale. Il était exactement 10h27 lorsque le train de Marseille entra dans la gare, crachant de la vapeur comme un monstre assoupi qui se réveille. Hercule Poirot, impeccablement vêtu de son costume anthracite, à rayures fines, descendit du wagon numéro 3, son pardessus soigneusement boutonné, et sa canne d'ébène tenue d'une main ferme. Son regard vif analysait déjà les lieux avec la précision d'un horloger suisse. « Ah, Paris !» murmura-t-il avec un sourire discret. Toujours aussi majestueuse, même sous la pluie. À peine eut-il posé le pied sur le quai qu'un cri retentit. Une femme, jeune, vêtue d'un manteau beige, se tenait près d'un homme affalé au sol. Un cercle de curieux se forma immédiatement, la peur et la curiosité dessinant des traits figés sur les visages. Poirot s'avança d'un pas lent, mais assuré. Il ne tolérait pas le chaos, surtout pas quand la mort se faisait inviter, sans prévenir. « Monsieur est-il médecin ?» lança un agent de gare visiblement dépassé par la situation. « Non, monsieur, je suis Hercule Poirot, détective. Mais permettez que je jette un coup d'œil. La logique et l'ordre peuvent parfois remplacer l'urgence médicale. » Il s'agenouilla, observa le corps. Un homme d'environ 40 ans, costume marron froissé, aucune blessure apparente. Mais ses yeux, grands ouverts, disaient à l'instant. Précis où la ville avait quitté, il n'y avait ni papier d'identité, ni billet de train, ni portefeuille. Juste un petit bout de papier chiffonné dans sa main gauche, un fragment de carte avec une croix rouge marquée près du mot « Arles ». Poirot fronça les sourcils. Intéressant, très intéressant. Pourquoi Arles? Et pourquoi cet homme est-il mort sans que personne ne l'ait vu tomber? La jeune femme, pâle comme une statue, se présenta en tremblant. « Je suis Anne Deschamps, j'étais derrière lui dans la file quand il s'est effondré. Je vous jure, il n'a même pas crié. » Poirot lui offrit un mouchoir brodé, qu'elle prit avec reconnaissance. « Mademoiselle, votre témoignage sera précieux, mais il faut parler avec clarté. » Les policiers arrivèrent quelques minutes plus tard. Poirot leur présenta les faits avec une exactitude méthodique. « Messieurs, je suggère que le corps soit examiné immédiatement par un médecin légiste. Je crains que nous ne soyons pas en présence d'un simple malaise. » Avant de quitter la scène, il observa à nouveau l'homme. Le costume marron, mal coupé, semblait trop grand. Un détail insignifiant pour d'autres, mais pour Poirot c'était une dissonance criante. « Messieurs, cet homme n'était pas ce qu'il paraissait être, et je compte bien découvrir pourquoi. » Contour des immeubles haussmanniens. Dans son appartement de la rue des Martyrs, Hercule Poirot prenait son petit déjeuner avec la rigueur d'un homme qui considérait chaque matin comme une œuvre à orchestrer. Les œufs étaient à peine coulants, les tartines coupées selon un angle précis, et le café noir, dosé avec une mathématique rigoureuse. À 9 heures précises, un coup discret retentit à la porte. Poirot, sans surprise, se leva pour accueillir l'invité. Il avait appris au fil des ans que les événements venaient toujours à lui avec la ponctualité d'un train bien réglé. « Entrez, je vous prie », dit-il en ouvrant. La silhouette, nerveuse d'Anne Deschamps apparut sur le seuil, tenant entre ses doigts un sac en cuir usé. « Monsieur Poirot, pardonnez ma venue si tôt, mais je n'ai pas dormi de la nuit. Quelque chose m'inquiète. » Ses yeux reflétaient une peur sincère, bien qu'elle tentât de la masquer derrière une posture droite. Poirot lui indiqua le fauteuil face à lui. « Asseyez-vous, mademoiselle. Chez moi, l'ordre règne, et vous y trouverez la paix de l'esprit, peut-être même quelques réponses. » Elle sortit un petit carnet à la couverture de velours bleu nuit. « Je l'ai trouvé dans la poche intérieure du manteau de l'homme. Hier. Je n'ai pas eu le courage de le montrer à la police. Mais je savais que vous
que vous comprendriez. Poirot prit délicatement le carnet. Ses doigts caressèrent la couverture comme on effleure un indice précieux. Il l'ouvrit, ses sourcils s'arquèrent de subtilement. Le carnet contenait une suite de chiffres semblant être des coordonnées. À la dernière page, un seul mot était écrit, Kilmorden. Poirot répéta doucement, Kilmorden. Ce nom n'est pas français. Anglais, peut-être? Une ville? Un navire? Il ferma le carnet et regarda Anne avec intensité. Mademoiselle, ce document change tout. Vous avez bien fait de venir à moi. Elle baissa la tête, les mains jointes sur ses genoux. Il y avait aussi un homme, dans le train. Un homme grand, au regard froid. Il portait un trench coat gris. Quand le corps est tombé, il a disparu. Je pense qu'il savait quelque chose. Poirot acquiesça lentement. La fuite est parfois le plus grand aveu. Il se leva et alla chercher un atlas sur son bureau. Feuilletant avec méthode, il s'arrêta à une carte maritime. Voilà, le Kilmorden Castle, un paquebot commercial britannique départ imminent depuis Southampton. Destination, le Cap, en Afrique du Sud. Et si notre homme voulait l'atteindre? Ou s'il fuyait quelque chose? Ou quelqu'un? Anne le regarda, une ombre de panique dans les yeux. Vous pensez que ce meurtre n'était que le début? Poirot se redressa, les mains croisées derrière le dos. Je n'en pense rien pour l'instant, je constate. Et ce que je constate, mademoiselle, c'est que l'ordre naturel a été troublé par une main habile. Mais soyez rassurés. Hercule, Poirot remettra chaque pièce à sa place. Toujours. La gare Saint-Lazare résonnait de bruits métalliques et de murmures de départ. Poirot et Anne, munis de billets de train pour Le Havre, s'apprêtaient à rejoindre Southampton par ferry, déterminés à suivre la piste du Kilmorden Castle. Le voyage promettait d'être long, mais pour Poirot, chaque trajet était une énigme en soi. Il aimait observer les passagers, deviner leurs histoires à partir d'un regard, d'un geste ou d'un détail négligé. Dans le compartiment de première classe, Anne, silencieuse, regardait défiler la campagne normande. Poirot, assis face à elle, l'observait avec la discrétion d'un maître en psychologie humaine. Vous avez l'âme inquiète, mademoiselle, mais vous portez le courage d'une lionne sous vos traits de gazelle. Elle rougit légèrement, troublée par la précision de cette remarque. À leur arrivée au port de Southampton, une activité fébrile régnait sur les quais. Le Kilmorden Castle imposait par sa taille, silhouette noire contre le ciel de plomb, il semblait porter des secrets dans chaque cabine, chaque couloir, chaque soute. Poirot, déjà vêtu de son long manteau et de son chapeau melon, scruta les passagers qui embarquaient. Il cherchait un visage. Peut-être celui de l'homme au trench-coat gris. Ils montèrent à bord. Poirot, prévoyant comme toujours, avait réservé 2 cabines voisines sur le pont B. Le steward, un jeune homme au regard perçant, les accompagna avec une courtoisie rigide. « Monsieur Poirot, je crois avoir déjà entendu votre nom, » dit-il avec un sourire poli. Poirot inclina la tête. « Cela ne m'étonnerait guère. Le crime a une tendance agaçante à me précéder. » À l'heure du thé dans le salon principal du navire, Poirot repéra une silhouette qu'il n'avait pas oubliée. Un homme élancé, aux cheveux foncés, vêtu d'un costume 3 pièces gris. Ses gestes étaient mesurés, son regard, fuyant. Anne le vit aussi. Elle serra le bras de Poirot. « C'est lui, je vous jure. Il était dans le train. » Poirot posa calmement sa tasse. « Alors nous devons lui parler. » « Mais pas encore. Laissez-lui croire qu'il est invisible. Cela le rendra bavard à sa manière. » La nuit tombait sur la mer lorsque Poirot retourna à sa cabine. Avant d'entrer, il remarqua quelque chose d'étrange. La porte était entr'ouverte. Il savait, pertinemment, l'avoir verrouillée. Il entra prudemment, chaque sens en alerte. Tout semblait à sa place. Sauf une chose. Son nécessaire de toilette avait été déplacé.
Un détail infime, imperceptible à l'œil banal. Il s'assit, sur son lit, fronça les sourcils. Quelqu'un est venu ici, non pour voler, mais pour fouiller. Et comme toujours, il a commis une erreur. Il fit le tour de la pièce du regard, puis se leva pour aller interroger le steward. Le jeu du chat et de la souris venait de commencer. Dans le couloir, il croisa Anne, inquiète. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle. Poirot répondit, en baissant la voix. « Chut, mademoiselle, la mer est calme mais les esprits sont agités. Ce navire ne transporte pas seulement des passagers, il transporte une vérité qui refuse de se laisser découvrir, et je compte bien la contraindre à se montrer. » Le lendemain matin, le Kilmorden Castle fendait les flots avec majesté. Le ciel s'était éclairci, et le soleil matinal dessinait des reflets d'or sur les vagues. Hercule Poirot, fidèle à son habitude, marchait lentement sur le pont, mains croisées derrière le dos, observant chaque visage avec une acuité peu commune. Pour lui, aucun passager n'était anodin. Il s'arrêta net lorsqu'il aperçut à l'avant du pont l'homme au costume gris. Celui-ci, appuyé sur la rambarde, fumait une cigarette avec l'air détaché de celui qui observe sans être observé. Poirot s'approcha, les pas feutrés, le regard précis. « Monsieur, pardonnez mon interruption. Hercule Poirot, à votre service. » L'homme tourna la tête lentement. Ses yeux sombres ne trahirent aucune émotion. « Charles Trenton, » répondit-il laconiquement sans tendre la main. « Que puis-je faire pour vous, monsieur Poirot ?» Poirot pencha la tête. « Peut-être n'est-ce pas tant ce que vous pouvez faire, mais ce que vous ne dites pas encore. » Il laissa planer un silence. Trenton jeta sa cigarette par-dessus bord. « Je suis ici pour affaires. Rien de plus. » Poirot esquissa un sourire. « Ah, les affaires. Le mot préféré de ceux qui préfèrent la discrétion à la vérité. » De retour dans le salon, Poirot retrouva Anne, occupée à lire un livre qu'elle tenait à l'envers, preuve évidente d'un esprit distrait. Il s'assit à ses côtés. « Mademoiselle, notre homme s'appelle Charles Trenton, mais je doute que ce soit son vrai nom. Et je doute encore plus que son voyage soit motivé par les affaires. » Anne murmura. « Il m'effraie. Son regard est vide, comme celui d'un masque. » Poirot prit une inspiration profonde. Le masque est souvent l'arme des lâches, ou des criminels, mais un masque, mademoiselle, finit toujours par glisser. Il lui montra le carnet. Je pense que les coordonnées y inscrites pointent vers quelque chose de précis. Un lieu, un rendez-vous, un secret. Pendant l'après-midi, Poirot s'entretint avec le capitaine du navire. Un homme strict, au visage buriné par les vents, qui confirma que le passager nommé Charles Trenton avait embarqué sans bagages, avec un billet payé en liquide. Inhabituel, nota Poirot. Très inhabituel pour un voyage transcontinental. Plus tard, dans la salle à manger, un incident attira l'attention générale. Un passager, un vieux monsieur barbu, s'évanouit subitement pendant le dîner. L'agitation fut générale. Les passagers se levèrent. Les mots jaillirent, en plusieurs langues. Poirot s'approcha. Le médecin de bord arriva rapidement et déclara « Malaise vagal, rien de grave ». Mais Poirot, lui, observait Trenton rester assis à sa place, impassible. Il coupait sa viande avec calme, sans même jeter un œil à la scène. Cela n'échappa pas au détective. Il nota ce détail dans l'ordre méticuleux de son esprit. Un homme qui ne réagit pas à la souffrance humaine. Voilà une âme que je dois sonder plus en profondeur. Quand vint la nuit, Poirot, seul dans sa cabine, assembla les fragments du mystère comme un joueur d'échecs visualise la fin de partie. Un homme mort, un carnet, un navire, un passager sans nom. Le puzzle s'épaissit. Mais il viendra, qu'un moment. Et ce sera bientôt, où la vérité, mademoiselle, ne pourra plus se cacher. Le lendemain,
Alors que l'aube se levait lentement sur l'océan Atlantique, Poirot se leva avant l'heure habituelle. Il tenait à inspecter discrètement les cabines voisines pendant que le navire sommeillait encore dans une relative tranquillité. Sur le pont inférieur, il croisa le steward de service auquel il s'adressa avec cette politesse stricte qui était sa marque. « Mon ami, j'aimerais savoir si un certain passager a récemment changé de cabine ou fait transférer un bagage. Inhabituel. Il est question d'un homme nommé Trenton, ou du moins, se faisant appeler ainsi. » Le steward haussa un sourcil, hésita puis répondit à voix basse. « Il a demandé hier qu'on lui apporte une petite valise prétendument oubliée dans la cale. Une valise sans étiquette, monsieur. Cela m'a paru étrange. » Poirot inclina lentement la tête, satisfait de l'information. Une valise sans nom, c'est comme une lettre sans expéditeur. Elle dissimule plus qu'elle ne révèle. À la salle du petit déjeuner, Anne attendait déjà, son regard perdu dans la contemplation des vagues à travers le hublot. Poirot s'assit, servit son café avec minutie, puis déclara « Ma chère mademoiselle, notre homme a reçu une valise pendant la nuit. Je crois que son contenu pourrait intéresser non seulement la justice, mais également ceux qui l'observent. » Dans l'ombre, Anne blêmit légèrement. « Vous pensez qu'il n'est pas seul ?» Poirot sourit. « Mais bien sûr. Un homme seul est rarement dangereux. C'est dans l'alliance que réside la menace. » À midi, un autre incident secoua la traversée. Un membre de l'équipage signala la disparition temporaire de certains documents dans la salle de navigation. L'incident fut rapidement étouffé par le capitaine, mais Poirot, qui avait ses sources, en fut aussitôt informé. Il nota mentalement l'heure exacte de l'incident. 11h47. « Ce n'est pas un vol, c'est un repérage, » murmura-t-il pour lui-même. Un homme prudent regarde toujours la carte avant d'agir. En début d'après-midi, Poirot se rendit sur le pont supérieur pour une promenade stratégique. Il croisa alors une passagère vêtue de bleu nuit, une femme au port altier et aux yeux perçants. Elle lui adressa un bref salut avant de disparaître dans la direction opposée. Anne, qui observait de loin, s'approcha. « Vous la connaissez ?»« Non, » répondit Poirot. « Mais elle me connaît. Et cela, mademoiselle, est toujours le début d'un jeu dangereux. » La soirée fut marquée par un bal improvisé dans le grand salon du Kilmorden Castle. Les passagers dansèrent sous les lustres de cristal, tandis que l'orchestre jouait des valses en sourdine. Poirot, fidèle à son style, resta assis, les mains croisées sur sa canne, à observer la scène comme un stratège. Il vit Trenton parler à la femme en bleu. Ils ne dansèrent pas mais échangèrent de longs regards. Il existe une forme de danse plus silencieuse que toutes les autres, pensa Poirot. Celle des complices. Vers minuit, alors que le bal touchait à sa fin, Poirot s'éclipsa discrètement pour rejoindre les cales du navire. Il avait convaincu un jeune mécanicien de lui accorder quelques minutes d'accès. Là, dans une enfilade de couloirs sombres et d'odeurs de mazout, il vit la valise, petite, noire, sans étiquette, fermée à clé. Poirot s'agenouilla et effleura la serrure. Une odeur subtile de cire s'en dégageait. « Cette valise, » murmura-t-il, « est la pièce manquante de notre échiquier, et demain, nous allons l'ouvrir. » Aux premières lueurs du jour, alors que les passagers dormaient encore, Poirot descendit une fois de plus vers la cale du navire. Il avait obtenu, non sans quelques manœuvres diplomatiques, la permission d'examiner la mystérieuse valise noire sous la supervision discrète d'un officier de bord. Le jeune homme, visiblement intimidé par la réputation du détective, se contenta d'ouvrir la serrure sur un signe de tête. La valise s'ouvrit sans résistance. À l'intérieur, soigneusement rangée, se trouvait une veste de coton marron, une paire de gants en cuir, un petit revolver sans chargeur et un carnet rouge à la couverture usée. Poirot sortit chaque objet avec des gestes délicats, comme s'il manipulait des pièces de musée. « Voilà, »
murmura-t-il. Le costume de notre mort, mais en double. Et voici le détail crucial, le carnet. Il feuilleta lentement l'objet dont les pages contenaient des notes en sténographie anglaise. Des noms, des lieux, des dates, et au milieu, une liste de numéros de comptes bancaires associés à des villes d'Afrique du Sud. Poirot fronça les sourcils. Ce n'est plus seulement une affaire de meurtre, dit-il à voix basse, mais une conspiration de grande envergure. Revenu sur le pont, Poirot retrouva Anne, qui l'attendait avec impatience. Il l'invita à marcher à ses côtés, prétextant le besoin d'air frais. « Ma chère mademoiselle, ce que j'ai trouvé ce matin change la nature même de notre voyage. L'homme au costume marron n'est pas un simple assassin, il est l'ombre d'un réseau. Et ce réseau, je le crains, s'étend jusqu'au Cap. » Anne pâlit. « Alors, nous sommes suivis? En danger ?» Poirot s'arrêta, se tourna vers elle avec gravité. « Le danger est déjà monté à bord, mademoiselle, et il danse parmi nous sous les traits d'un ami, peut-être même d'un inconnu charmant. » Plus tard, dans le grand salon, Poirot observa une scène anodine. La femme en bleu, dont il ne connaissait toujours pas le nom, échangeait un regard appuyé avec Trenton. Ce dernier, impassible, fit glisser un billet sous une tasse de porcelaine avant de quitter la pièce. Poirot s'approcha et récupéra le message. Une phrase unique y était inscrite. « Rendez-vous à Table Bay, 14 juin. Code, Mandragore. »« Mandragore » répéta-t-il en murmurant. Il rangea le billet dans la poche intérieure de son veston, un mot qui ne se choisit pas par hasard. Racine toxique, plante de légende. C'est le symbole parfait pour une organisation dont les racines se dissimulent sous terre. Dans l'après-midi, Poirot fit appeler le capitaine du navire. La conversation fut brève mais tendue. Le capitaine, visiblement mal à l'aise, lui avoua qu'un diplomate britannique à bord avait signalé, à l'insu des passagers, la présence potentielle de documents volés appartenant à la couronne. Il s'agissait de schémas industriels confidentiels. Poirot se contenta. Avant le dîner, Poirot interrogea un autre passager discret, le révérend Chichester, qui prétendait être missionnaire. Mais sa voix tremblante, ses réponses hésitantes, son ignorance sur les textes bibliques éveillèrent aussitôt la suspicion du détective. « Un missionnaire qui ne connaît pas le psaume 23, nota-t-il mentalement. Voilà un loup mal déguisé. » La soirée se termina dans un calme apparent, mais dans l'esprit de Poirot, les pièces s'assemblaient peu à peu. Il se tenait devant le hublot de sa cabine, regardant les étoiles. La nuit tombe sur l'océan, mais la lumière de la vérité, elle, ne faiblit jamais. Il me faudra être plus rapide que les ténèbres. Le lendemain matin, la mer était d'un calme troublant, comme si l'océan lui-même retenait son souffle. Poirot, impeccablement vêtu d'un costume gris perle, s'installa à sa table habituelle du petit déjeuner. Il observa un à un les convives. Rien dans leur comportement ne trahissait la tension latente qui, pourtant, alourdissait l'air. C'est dans le silence des visages polis que se nichent les vérités les plus redoutables, pensa-t-il en croquant une tartine soigneusement beurrée. Anne vint le rejoindre, le visage fermé. Elle s'assit sans un mot, les yeux fixés sur le plancher. Poirot la regarda longuement. « Vous avez fait un rêve, mademoiselle ? Ou bien avez-vous vu ce que vous n'auriez pas dû voir ?» Elle frissonna. « Quelqu'un a fouillé ma cabine cette nuit. Rien n'a été pris, mais tout avait bougé. Chaque chose déplacée d'1 centimètre. » Poirot hocha la tête lentement. Voilà qui confirme que vous détenez, sans le savoir, un indice capital. Vers 10 heures, le capitaine convoqua discrètement Poirot dans sa cabine. Un document avait été retrouvé dans le conduit d'aération du bureau du radio. Il s'agissait d'un télégramme, chiffonné, partiellement, brûlé mais lisible. Mandragore a confirmé l'opération.
Trenton livrera le plan au cap. Surveillez la fille. Elle en sait plus qu'elle ne croit. Le capitaine Blême tendit le papier à Poirot qui, sans surprise, répondit « Voilà la preuve qu'Anne Bedingfeld est une cible. » Et qu'elle marche sans le vouloir au centre d'une toile savamment tissée. Sur le pont supérieur, une agitation attira l'attention des passagers. Un homme était tombé ou avait été poussé dans les escaliers menant à la salle des machines. Il s'agissait du prétendu révérend Chichester. Il fut transporté inconscient à l'infirmerie. Poirot, accouru parmi les premiers, observa la blessure, nette, précise, à l'arrière du crâne. « Un accident ?» demanda un steward. « Non », répondit Poirot, les yeux brillants. « C'est une tentative de silence. » Dans l'après-midi, Poirot fit convoquer Trenton sous prétexte d'une partie de cartes. Installés dans le salon de lecture, ils échangèrent des banalités pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce que Poirot glisse calmement. « Monsieur Trenton, il vous manque un gant, n'est-ce pas? Celui taché de sang que vous aviez le premier soir. Il ne figure pas dans vos affaires, mais il figurait dans la valise sans nom. » Trenton ne répondit pas. Il se contenta de sourire, un sourire qui n'atteignit jamais ses yeux. Le soir, venu, un bal costumé fut organisé pour distraire les passagers des récents incidents. Anne, déguisée en Cléopâtre, dansait avec un officier. Poirot, vêtu d'un domino noir, observait les interactions avec une précision chirurgicale. Au milieu de la foule, la femme en bleu, désormais masquée, se glissa jusqu'à Trenton et lui glissa un mot à l'oreille. Poirot nota le frisson imperceptible qui parcourut l'homme. À la fin de la soirée, Poirot retrouva Anne sur le pont, la mer miroitant derrière elle comme un voile d'encre. « Il y aura une tentative, mademoiselle. Bientôt. Une livraison ou une disparition. Je vous demande de rester dans votre cabine cette nuit. Ne sortez pour aucune raison. » Elle voulut protester, mais la solennité dans la voix de Poirot la fit taire. Alors que le navire glissait sous la pleine lune, Poirot resta éveillé dans sa cabine, les sens en alerte. Il tenait dans sa main une pièce métallique trouvée près de la valise, une médaille gravée d'un symbole ancien, un œil entouré d'un serpent. « Mandragore, vous voilà enfin mis à nu. » Le navire était silencieux. Seul le grondement sourd des machines rythmait le passage du temps. Dans sa cabine, Hercule Poirot, vêtu d'une robe de chambre bleu nuit, demeurait assis devant la petite table en acajou. Sa montre à gousset posée près d'une tasse intacte, il attendait. L'horloge indiquait 3 heures du matin. Soudain, un cliquetis discret attira son attention. La poignée de la porte voisine, celle d'Anne, bougea, puis tourna, lentement. Poirot se leva sans bruit, entr'ouvrit sa propre porte d'un geste calculé, et vit une silhouette glisser dans le couloir. L'homme portait un uniforme de steward, mais sa démarche trahissait une précipitation contenue. Poirot le suivit pieds nus sur le tapis épais. L'intrus pénétra dans la cabine d'Anne. Poirot, sans hésiter, entra à sa suite. Une lampe vacilla. Anne était debout, les yeux écarquillés, un livre serré contre sa poitrine. L'homme s'arrêta net. Dans le miroir, il aperçut Poirot derrière lui. « Monsieur, » dit calmement Poirot, « je crains que votre visite nocturne ne doive être interrompue. » L'homme bondit par la fenêtre entr'ouverte, chutant sur le pont inférieur dans un bruit sourd. Anne courut vers Poirot. C'était lui, celui du quai, le même regard. Poirot la conduisit vers une chaise. « Mademoiselle, vous devez me dire tout ce que vous avez vu, entendu, deviné depuis Londres, chaque détail, même infime. » Elle hocha la tête, tremblante, et commença, un billet tombé dans le métro, un mot griffonné sur une page d'agenda. Dans la bibliothèque de son père, une valise identique à celle retrouvée. Tout semblait relié par un fil invisible. Au petit matin,
l'homme tombé du pont fut retrouvé inconscient. Il avait sur lui un faux passeport, 3 identités différentes, et un papier codé dont seuls les chiffres étaient lisibles. Poirot les recopia. 16, 4, 22, 8, 19. Un chiffrement simple, peut-être une substitution alphabétique, murmura-t-il, pensif. Pendant la journée, Poirot se rendit auprès de Chichester, toujours alité. Il posa une série de questions sur sa mission en Afrique, sur ses contacts au Cap, sur la société minière mentionnée dans son carnet. Mais à chaque réponse hésitante, Poirot notait mentalement une incohérence supplémentaire. Ce missionnaire est un acteur de second ordre, pensa-t-il, mais il sert un maître bien plus rusé. Plus tard, alors que le soleil déclinait, Poirot retrouva Trenton près du bar. Il engagea une conversation banale, jusqu'à poser une question anodine. « Vous avez parlé autrefois de Kimberley, n'est-ce pas? Vous y avez travaillé ?» Trenton répondit trop vite. « Non, jamais. » Poirot haussa un sourcil. Voilà une mémoire bien incertaine pour un homme si précis. Le soir venu, un message fut glissé sous la porte de Poirot. « Vous cherchez trop loin. La vérité est dans la cabine 17. » Poirot s'y rendit immédiatement, escorté du capitaine. À l'intérieur, ils trouvèrent la femme en bleu, étendue sur le sol. Un flacon vide gisait à côté d'elle. Son souffle était faible, mais présent. Dans sa main, elle tenait un médaillon cassé contenant 2 portraits miniatures, un homme et une jeune fille. Poirot l'ausculta, puis déclara « Ce n'est pas un suicide, c'est une mise en scène. Et ce médaillon est la clé de sa véritable identité. » Alors que la nuit tombait définitivement sur l'Atlantique, Poirot nota dans son carnet 3 identités fausses, 2 tentatives d'assassinat, une organisation secrète et une vérité enfouie sous des couches de mensonges. Mais comme toujours, les petites cellules grises finiront par faire éclore la lumière. La femme retrouvée dans la cabine 17 fut transférée d'urgence à l'infirmerie. Le médecin du bord confirma à Poirot qu'elle avait été droguée à l'aide d'un sédatif puissant mais qu'elle survivrait. Pendant ce temps, Poirot resta dans la cabine, les yeux balayant chaque recoin. Il observa les valises, les coutures du rideau, la lampe renversée, puis s'agenouilla devant le parquet. Un carreau résonna creux. Avec précaution, il le souleva. Un petit carnet noir y était dissimulé, entouré d'un tissu de soie. À l'intérieur, une écriture fine et régulière, date, nom de lieu en Afrique du Sud, numéro de coffre, initial. Le nom Mandragore revenait à plusieurs reprises, toujours associé à une croix rouge. Poirot feuilleta lentement les pages, murmurant « Cette femme n'est pas une complice. Elle est une traîtresse dans leur propre organisation. » Dans l'infirmerie, la femme reprenait conscience. Poirot se posta à son chevet. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, il inclina légèrement la tête. « Madame, je suis Hercule Poirot. Vous avez frôlé la mort pour la seconde fois. Peut-être est-il temps de me confier la vérité. » Elle le fixa longuement puis murmura. « Je m'appelle Nadine Blanchard. Mon mari a été assassiné à Kimberley par les hommes de Mandragore. Depuis, je cherche à les détruire. » Poirot acquiesça avec gravité. « Et vous avez infiltré leur réseau, recueilli des preuves, jusqu'à ce que l'un d'eux découvre votre trahison. » Elle hocha la tête faiblement. « Trenton, c'est lui. Le lien entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre. Mais le vrai chef, vous ne l'avez pas encore vu. Il est à bord. Il vous observe. Il attend. » Plus tard, dans le salon de lecture des airs, Poirot retrouva Anne. Elle tenait un papier froissé qu'on avait glissé sous sa porte. « On me donne rendez-vous dans la salle des machines cette nuit.
On prétend que cela concerne mon père. Poirot fronça les sourcils. C'est un piège, évidemment, mais c'est également une opportunité. Mademoiselle, nous allons l'accepter. À ma manière. Peu avant minuit, Poirot, Anne et le capitaine descendirent prudemment jusqu'au couloir métallique du bas du navire. Des ombres dansaient, sur les parois, projetées par les lanternes suspendues. Poirot fit signe à Anne de se cacher derrière une colonne. Puis il s'avança seul dans la pénombre. Un homme attendait. Grand, massif, le visage dissimulé par un foulard. Il ne parla pas. Poirot s'arrêta à 2 mètres. « Monsieur Mandragore, je présume. Vos méthodes sont brutales, mais vos objectifs sont impressionnants. » L'homme sortit une arme. « Vous savez trop de choses, Poirot. » Mais au moment où il s'apprêtait à tirer, un bruit retentit. Le capitaine surgit de l'ombre, revolver au poing. L'homme tenta de fuir, mais Anne lui barra le passage. La bagarre fut brève. L'homme tomba, son arme glissa au sol. Poirot se pencha vers lui, retira son foulard et resta un instant silencieux. « Comme je l'avais deviné, » dit-il lentement. Le révérend Chichester n'est pas un homme de Dieu, mais bien le cerveau de l'organisation. Le lendemain matin, alors que le navire approchait du cap, Poirot réunit le capitaine, Anne, Nadine et quelques officiers. Il posa sur la table le carnet noir, le médaillon et le pistolet récupéré. « Messieurs, mesdames, le rideau tombe, mais le dernier acte approche. L'homme au costume marron lui court toujours. Et c'est lui que je vais démasquer très bientôt. » Le port du cap se dessinait à l'horizon, baigné d'une lumière dorée. Depuis le pont supérieur, Poirot observait les contours familiers de la ville. Un frémissement d'impatience parcourait les passagers, mais lui, l'esprit affûté comme toujours, voyait au-delà de la façade tranquille de l'arrivée. Il pressentait la dernière manœuvre de l'ennemi. Le révérend Chichester, ou plutôt Van Reenen, son vrai nom, avait été mis aux arrêts. Sous la pression, il avait avoué être un agent chargé de surveiller la livraison de diamants volés, mais avait nié toute implication directe dans les meurtres. « Vous êtes habile, monsieur Van Reenen, » lui dit Poirot, « mais vous n'êtes qu'un rouage. Ce n'est pas vous qui avez ordonné la mort de Sir Eustace Pedler. » Anne, assise dans le salon du navire, tenait entre les mains une lettre retrouvée dans la cabine de Nadine. Écrite à l'encre brune, elle évoquait un rendez-vous dans une vieille ferme près de Stellenbosch. Poirot lut les lignes avec attention. « Voilà une piste tangible, mademoiselle, et peut-être le repère du véritable chef de l'organisation. Nous devons agir avec discrétion. » Ils débarquèrent au Cap, prétendant vouloir visiter la région. Poirot, Anne, Nadine et un agent sud-africain complice prirent la route dans une automobile discrète. Le paysage changeait, devenant plus sec, plus rude. Les montagnes se dessinaient comme des silhouettes endormies dans la chaleur de l'après-midi. La ferme, bâtisse décrépite en pierre rouge, se dressait au milieu des vignes. Tout semblait désert. Poirot descendit prudemment. Il observa les traces de pas, les volets fermés, la poussière sur le seuil, mais aussi une cigarette encore tiède sur une pierre. « Nous ne sommes pas seuls, » dit-il d'un ton calme. À l'intérieur, le silence régnait. Poirot ouvrit lentement la porte. Une table renversée, des papiers éparpillés, une carte de l'Afrique clouée au mur. Soudain, un grincement dans le grenier. L'agent dégaina son arme. Ils montèrent. Là, un homme les attendait, les bras levés. Il était vêtu d'un costume brun poussiéreux, les manches retroussées, le regard vif. Anne le reconnut immédiatement. C'est lui, l'homme au costume marron. L'homme sourit froidement. « Je vous attendais, monsieur Poirot. » Il s'appelait John Rennie, ancien géologue britannique.
Il avait découvert une filière illégale de diamants en Namibie. Rejeté par le gouvernement, il avait décidé d'exploiter seul ce réseau, recrutant des complices en Afrique et en Europe. Vous êtes doué, monsieur Poirot, mais votre voyage s'arrête ici. Il sortit un revolver, mais Nadine, rapide comme l'éclair, lui jeta une lampe à pétrole au visage. Dans la confusion, l'agent neutralisa l'homme d'un coup précis. Poirot, imperturbable, s'avança. Il regarda l'homme à terre. « Monsieur Rény, vous avez cru pouvoir manipuler les apparences, mais c'est toujours la vérité qui triomphe, même sous un costume brun. » Ils fouillèrent la ferme. Dans un coffre, ils découvrirent des pierres précieuses brutes, des faux passeports et une lettre adressée à un certain Z. « Il existe encore un commanditaire derrière tout cela, » murmura Poirot. « Mais pour l'instant, l'essentiel est accompli. » Sur le chemin du retour, Anne se tourna vers Poirot. « Pourquoi avez-vous risqué autant ?» Il lui sourit. « Mademoiselle, lorsque la vérité m'appelle, je réponds. C'est là toute la nature de mes petites cellules grises. » Le cap s'éloignait à l'horizon, une silhouette floue, noyée dans les brumes matinales. La voiture filait silencieusement sur la route de montagne, tandis que Poirot, plongé dans ses pensées, observait le paysage défiler avec un calme implacable. Il savait que la conclusion de cette affaire se rapprochait, mais il restait une question sans réponse. Si le réseau de Rény était démantelé, qui exactement tirait les ficelles ? « Monsieur Poirot, » dit Anne, brisant le silence, « vous semblez pensif. Vous avez résolu tant de mystères, mais je sens que celui-ci ne vous satisfait pas entièrement. » Poirot tourna son regard vers elle, son visage impassible mais ses yeux pétillants d'une lumière intérieure. « Vous avez raison, mademoiselle. Chaque énigme est une pièce du puzzle, mais parfois une pièce ne s'emboîte pas parfaitement. Il manque encore quelque chose. » Le retour en ville marqua un tournant décisif. La nouvelle de l'arrestation de Rény se répandit rapidement. Mais Poirot savait qu'il était encore loin de la vérité complète. Nadine, bien que soulagée par la capture de son ancien persécuteur, restait troublée par des détails non résolus. Elle se confia à Poirot dans un coin tranquille du café où ils se retrouvaient souvent. « Vous avez trouvé ce que vous cherchiez, monsieur Poirot, mais je suis certaine qu'il y a encore un secret derrière tout cela. » Poirot la regarda attentivement. « Nadine, vous avez raison d'être prudente. Mais parfois, ce ne sont pas les secrets qui nous sont cachés qui comptent, ce sont ceux que nous ignorons nous-mêmes. » Une pensée traversa l'esprit de Poirot. Peut-être, après tout, ne s'agissait-il pas seulement d'une histoire de diamants et d'espionnage. Peut-être le véritable but du complot était plus profond, plus personnel. Il se leva brusquement, résolu. « Mademoiselle Blanchard, je vais maintenant vous poser une question directe. Avez-vous jamais vu, entendu ou soupçonné que votre défunt mari ait été impliqué dans quelque chose de plus grand, un secret qu'il n'a pas partagé avec vous ?» Elle baissa les yeux, une expression indéchiffrable sur le visage. « Non ?» murmura-t-elle presque imperceptible. Puis, après un moment de silence, elle ajouta « Mais il y avait ce livre, je l'ai trouvé dans son bureau après sa mort. Un ouvrage sur l'histoire des diamants en Afrique. Il avait des annotations partout, des pages cornées. Je ne l'ai jamais compris, mais je l'ai toujours gardé. » Poirot se pencha en avant, intéressé. « Ce livre, où est-il maintenant ?»« À la maison, dans une bibliothèque. Je peux vous y emmener. » Quelques heures plus tard, Poirot et Anne se retrouvèrent dans la maison de Nadine. Elle les conduisit au bureau de son mari, où un livre épais trônait sur le bureau poussiéreux. Poirot l'ouvrit avec soin, observant les annotations et les passages soulignés. Une phrase en particulier attira son attention. Poirot tourna une nouvelle page et tomba sur une carte, annotée d'une main tremblante, marquée de nombreux symboles, dont un qu'il reconnaissait, un cercle rouge autour de Kimberley. « Il est évident que votre mari n'a pas été qu'une simple victime.
dit Poirot, la voix grave. Il a lui aussi été impliqué dans un jeu bien plus vaste. Un jeu où les diamants ne sont qu'un masque, un écran pour des transactions bien plus secrètes. Il se leva et se tourna vers Anne. La vérité est plus insidieuse que nous ne le pensions. Nous devons retourner à Kimberley. C'est là que tout a commencé. Et c'est là que tout se terminera. Le vol pour Kimberley se fit en silence. Un silence lourd d'intention. Le ciel au-dessus du désert sud-africain était d'une clarté aveuglante, comme si la terre elle-même se préparait à dévoiler ses secrets les plus enfouis. Poirot, le visage impassible, observait les étendues arides, tandis qu'Anne, assise à côté de lui, semblait pensive. « Monsieur Poirot, dit-elle soudain, brisant le silence, pourquoi Kimberley? Qu'y a-t-il là-bas que vous n'ayez déjà trouvé ailleurs ?» Poirot tourna son regard vers elle, l'air plus sérieux que jamais. « Mademoiselle, il y a des lieux qui, malgré leur apparente tranquillité, cachent des histoires complexes et anciennes. Kimberley est l'un de ces endroits. Ce n'est pas seulement la mine de diamants que l'on voit, c'est la mémoire des hommes et des luttes qui s'y cachent. Et c'est là, parmi les ruines et les pierres, que je trouverai ce que je cherche. » À leur arrivée à Kimberley, la chaleur accablante les envahit immédiatement. La ville, à première vue banale, semblait porter en elle le poids d'un passé lourd et mystérieux. Ils se dirigèrent vers l'ancienne mine, une structure imposante qui, autrefois, avait été l'épicentre de l'exploitation des diamants. Aujourd'hui, elle semblait déserte, laissée à l'abandon. Poirot s'arrêta devant la porte d'un bâtiment isolé, ses yeux scrutant chaque détail. Le vent soufflait la poussière du désert autour d'eux, mais Poirot, implacable, avançait. Anne, toujours en retrait, observait ses gestes minutieux. « Vous êtes sûre que cet endroit est le bon ? » ?»« Oui, mademoiselle. Le livre de votre mari nous a conduits ici. Les symboles sur la carte, la mention des diamants, tout converge vers cet endroit. Il est temps de comprendre pourquoi. » Ils pénétrèrent dans le bâtiment, l'air lourd d'une odeur de vieux cuir et de métal rouillé. À l'intérieur, Poirot se dirigea vers une vieille bibliothèque. Il scruta les étagères, touchant parfois les reliures, avant de s'arrêter sur un livre particulier. Il le tira, révélant derrière une petite porte secrète. L'intérieur était un véritable sanctuaire du passé. Des documents, des cartes et des objets poussiéreux étaient entassés dans des caisses en bois. Poirot s'agenouilla devant une pile de papier. Il en sortit un vieux dossier portant l'inscription Mandragore. Anne s'approcha, perplexe. « Ce nom, il apparaît partout. C'est lui, n'est-ce pas, celui que vous cherchez ?» Poirot hocha lentement la tête. Mandragore n'est pas une simple organisation. C'est un réseau qui existe depuis des décennies. Ce dossier contient des preuves d'anciennes transactions, de fausses identités, mais aussi un lien avec des personnages, influents en Europe et en Afrique. Mais alors qu'il feuilletait les pages, un bruit sourd se fit entendre dans le couloir. Un homme apparut dans l'encadrement de la porte. C'était un visage connu. « Monsieur Poirot, » dit-il avec un sourire sinistre, « je vous attendais. » Poirot se leva tranquillement. « Ah, monsieur Van Reenen, je vois que vous êtes un homme de persévérance. Mais vous avez fait une erreur en pensant que vous pourriez échapper à la vérité. » Van Reenen, ou plutôt l'homme derrière ce nom, s'avança, son regard brûlant d'hostilité. « Vous ne comprenez pas, Poirot. C'est plus grand que vous, plus vieux que vous. Mandragore est une légende, un mythe que nous avons ressuscité. Et vous, vous êtes l'intrus qui perturbe tout. » Poirot sourit légèrement. « Un mythe? Ah, mais tous les mythes ont une fin, monsieur, et la vôtre est proche. » Le visage de Van Reenen se durcit. Avant qu'il ne puisse réagir, Poirot fit un signe discret à Anne, qui se précipita derrière lui pour verrouiller la porte. Les agents de la police sud-africaine,
ayant été alertés par les précédentes découvertes, faisaient leur entrée dans le bâtiment à cet instant précis. Poirot se tourna vers Van Reenen. « Vous êtes pris, monsieur. Vous ne pouvez plus fuir. » Le silence qui suivit cette déclaration était lourd, mais la vérité, elle, semblait enfin avoir trouvé sa place. Poirot se tourna vers Anne, qui le regardait avec admiration. « Le mystère de l'homme au costume marron est résolu, mademoiselle. Mais il reste encore beaucoup à faire. Le réseau est vaste, et tant que ces pierres précieuses continueront d'être utilisées comme monnaie d'échange, l'histoire ne sera jamais entièrement écrite. » Les jours suivants furent marqués par des interrogatoires, des arrestations et une couverture médiatique intense. Mais au fond de l'esprit de Poirot, une vérité persistait, un doute qui ne disparaissait pas complètement. Il savait que même après la capture de Van Reenen et la découverte du réseau Mandragore, l'affaire n'était pas entièrement résolue. Au matin du 4e jour après leur retour à la ville, Poirot se rendit à l'hôtel où Anne séjournait. Elle l'attendait dans le salon, un air préoccupé sur le visage. Lorsqu'elle le vit entrer, elle se leva immédiatement. « Monsieur Poirot, avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ?» demanda-t-elle, son regard inquiet. Poirot s'assit calmement, les mains jointes devant lui. « Mademoiselle, il y a une dernière question qui me tourmente. Nous avons démantelé l'organisation Mandragore, mais il y a quelque chose qui m'échappe. Le rôle de Sir Eustace Pedler. Pourquoi cet homme, pourtant si éloigné de ce monde criminel, a-t-il été impliqué dans cette affaire ?» Anne le regarda un instant, son visage prenant une teinte plus sombre. « C'est ce que je me demande moi aussi. Après tout, Sir Eustace n'était qu'un homme d'affaires. » Poirot se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant la ville en contrebas. « Non, mademoiselle, ce n'était pas un hasard. Le nom de Pedler revient dans les archives de Mandragore, mais sous un autre nom. Il a joué un rôle clé dans le financement de certaines des opérations les plus discrètes. Il n'était pas un simple spectateur, mais un acteur important. » Le silence s'abattit sur la pièce, tandis que la vérité commençait à prendre forme dans l'esprit de Poirot. Il est évident qu'il n'agissait pas seul. Et c'est là, dans ce jeu complexe, qu'intervient l'homme que j'ai recherché pendant tout ce temps. L'homme au costume marron. Il se tourna brusquement vers Anne. Ce n'était pas un simple intermédiaire. L'homme au costume marron était un agent double, chargé de maintenir les apparences tout en orchestrant les actions des autres. Il était le lien entre le passé de Pedler et l'organisation Mandragore, et par un incroyable coup du destin, c'était lui qui avait orchestré la mort de Sir Eustace pour effacer ses traces. Anne pâlit légèrement. « Vous voulez dire que Pedler était impliqué dans des activités illégales pendant tout ce temps, mais a été tué pour les cacher ?» Poirot acquiesça lentement. « Exactement. Sir Eustace Pedler, dans sa quête de pouvoir et de richesse, a été rattrapé par les fantômes de son passé. Et l'homme au costume marron, John Rennie, a joué son rôle jusqu'au bout, même si sa fin était inévitable. » Le soir venu, Poirot se rendit à l'ancienne maison de Pedler. Il fouilla chaque pièce avec une attention minutieuse. Dans un tiroir caché, il trouva un document crucial, une lettre signée de la main de Pedler, où il admettait sa collaboration avec le réseau Mandragore, bien qu'il fût aussi un homme sous pression, obligé de protéger ses secrets par tous les moyens possibles. Poirot se tourna vers Anne qui l'accompagnait silencieusement. « Voilà, mademoiselle, dit-il d'une voix calme. Le dernier secret de cette affaire est désormais dévoilé. Mais il reste une chose. L'héritage de cette organisation et la mémoire de ceux qui en ont fait partie continueront de hanter ces lieux, même si les criminels sont arrêtés. » Anne hocha la tête, une expression de compréhension dans ses yeux. « Et la justice, monsieur Poirot ?» Poirot sourit doucement. « La justice, mademoiselle, c'est ce que l'on fait de ce que l'on sait, et ce que j'ai fait est suffisant. » Alors qu'ils quittèrent la maison,
Poirot se tourna une dernière fois vers l'horizon. L'affaire était terminée, mais, comme toujours, il savait que d'autres mystères l'attendaient, cachés dans l'ombre.